Oui, ce que je voulais faire en fait ce matin, bon déjà je vous remercie de m'avoir invité à intervenir et je voulais effectivement faire un petit peu un bilan, un point, alors pas forcément très drôle. Je pense que Bérangère Abba vous en a déjà un petit peu parlé, mais je crois que c'est important de bien poser le contexte et à partir de là, de réfléchir à ce qu'on est prêt à faire ou pas pour préserver la biodiversité et je dirais au final préserver les conditions de la vie sur terre tout simplement et donc les conditions de vie des générations futures. Alors, je pense que vous avez déjà entendu parler de l'IPBES. Selon Sir Robert Watson, le président de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, la santé des écosystèmes dont nous dépendons, ainsi que toutes les autres espèces, se dégradent plus vite que jamais. Nous sommes en train d'éroder les fondements mêmes de nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier. Dans son dernier rapport, l'IPBES tire donc la sonnette d'alarme et explique que 2020 est une année décisive pour stopper le déclin de la biodiversité constaté sur tous les continents habités du monde. La nature décline effectivement globalement à un rythme sans précédent dans l'histoire humaine et le taux d'extinction des espèces s'accélère, provoquant dès à présent des effets graves sur les populations humaines. Les 5 facteurs directs de changement qui affectent la nature et qui ont les plus forts impacts à l'échelle mondiale sont par ordre décroissant les changements d'usage des terres et de la mer, j'y reviendrai, l'exploitation directe de certains organismes vivants, le changement climatique, bien entendu, la pollution et les espèces exotiques envahissantes. Les 3/4 de l'environnement terrestre et environ 66% du milieu marin ont été significativement modifiés par l'action humaine seulement. Plus d'un tiers de la surface terrestre du monde et près de 75% des ressources en eau douce, sont maintenant destinées à l'agriculture ou à l'élevage. La dégradation des sols a réduit de 23% la productivité de l'ensemble de la surface terrestre mondiale. Une partie de la production agricole annuelle mondiale, d'une valeur marchande pouvant atteindre 577 milliards de dollars américains, est confrontée au risque de disparition des pollinisateurs et de 100 à 300 millions de personnes sont exposées à un risque accru d'inondations et d'ouragans en raison de la perte d'habitats côtiers et de leur protection. Le rapport estime aussi qu'environ 1 million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées d'extinction, notamment au cours des prochaines décennies, ce qui n'a, là aussi, jamais eu lieu auparavant dans l'histoire de l'humanité. Depuis 1900, l'abondance moyenne des espèces locales dans la plupart des grands habitats terrestres a diminué d'au moins 20% en moyenne. Plus de 40% des espèces d'amphibiens, 33% des récifs coralliens et plus d'un tiers de tous les mammifères marins sont menacés. Pour sa part, le WWF a évoqué il y a 2 mois, lors de son dernier rapport, un écocide planétaire concernant les vertébrés sauvages. Entre 1970 et 2016, 68% de la faune sauvage a disparu selon l'indice Planète Vivante, cet outil de référence publié tous les 2 ans par l'ONG. Et là aussi, la cause principale est la destruction d'habitats naturels, notamment pour l'agriculture industrielle, une tendance qui risque de favoriser de nouvelles pandémies du type Covid-19 en mettant trop en contact humains et animaux sauvages, ce qui favorise la transmission du virus d'espèce à espèce. Alors, quelles conséquences pour l'humanité elle-même? Le dernier rapport de l'Atlas mondial de la désertification confirme la gravité de cette situation. D'ici 2050, le seuil de 90% de terres endommagées par l'humanité pourrait être atteint à travers le monde, augmentant considérablement le nombre de personnes déjà poussées à l'exode par le changement climatique et la pénurie d'eau en cours. Les déplacés se compteront par centaines de millions dans 30 ans.
et pourrait atteindre le chiffre de 10 milliards entre aujourd'hui et 2100. Dans son discours devant la communauté internationale lors de la COP23 de Bonn, notre président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué le franchissement du seuil de l'irréversible et le risque que les équilibres de la planète ne se rompent. Mais de quel équilibre parle-t-on? Il s'agit essentiellement de 9 processus et systèmes régulant la stabilité et la résilience du système terrestre. En fait, les interactions de la biosphère, tout ce qui vit sur Terre, de l'hydrosphère, le cycle de l'eau, de l'atmosphère, de la cryosphère, la glace sur Terre, et de la lithosphère, la roche, qui ensemble fournissent les conditions d'existence dont dépendent nos sociétés. Pour chacun de ces processus ou systèmes, des limites ne doivent pas être dépassées si l'humanité veut pouvoir se développer dans un écosystème dit sûr, c'est-à-dire évitant les modifications brutales et difficilement prévisibles de l'environnement planétaire. Une équipe internationale de 26 chercheurs, menée par Johan Rockström du Stockholm Resilience Center et Will Stephen de l'Université nationale australienne, a déterminé dès 2009 des valeurs seuils pour chacune de ces limites et nous alerte sur le fait que nous avons déjà dépassé les 2 limites fondamentales garantissant la sûreté de la planète, que sont le changement climatique et l'intégrité de la biosphère, 2 limites qui interagissent entre elles. Leur franchissement nous conduit vers un point de basculement caractérisé à la fin par un processus d'extinction irréversible d'espèces et des conséquences catastrophiques pour l'humanité. En exemple, pour l'éviter, la concentration de CO2 dans l'atmosphère n'aurait pas dû dépasser 350 particules par million pour rester en deçà de 1 degré d'ici 2100. Et le taux de disparition d'espèces ne devrait pas excéder 10 espèces par million par année. Or, nous étions en mai 2019, il y a 1 an et demi, à 415 particules par million de CO2, un cap jamais atteint depuis des millions d'années, et un taux d'extinction annuel selon les espèces de 100 à 1000 fois plus élevé que ce qui est tolérable, ce qui constitue un anéantissement biologique. L'équipe de Stephen et Rockström met de plus en garde sur le fait que depuis 2015, d'autres limites, en plus de celles du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité, sont franchies. Il s'agit en premier lieu du changement d'usage des sols pour l'agriculture, en particulier, en déforestant massivement ou par artificialisation. En France, par exemple, 59% de la surface métropolitaine sont des terres agricoles quand elles ne devraient pas dépasser 15% de cette surface boisée. Et chaque année, le changement d'usage des sols tend à une artificialisation croissante de notre territoire. Dans une étude publiée par le Commissariat général au développement durable, il a été constaté que l'artificialisation des sols fait disparaître l'équivalent d'un département français tous les 8 ans. En second lieu, il s'agit de la modification des cycles biogéochimiques des sols. Là, il s'agit des surcharges en phosphore et en azote dans les sols, des excès qui tuent et qui asphyxient les cours d'eau et qui sont liés aux intrants que nous mettons dans les sols pour soi-disant les enrichir. En outre, d'autres limites restent à surveiller, l'usage de l'eau douce, l'acidification de l'océan, la couche d'ozone, les aérosols atmosphériques, la pollution chimique, plus largement l'introduction de toutes les entités nouvelles dans la biosphère, comme les nanoparticules par exemple. Elles sont elles aussi liées, ce qui signifie que la transgression de l'une d'entre elles peut augmenter le risque de se rapprocher d'autres limites. Je voudrais que vous compreniez le principe écosystémique du vivant. Il est vrai que depuis des années, nous parlons du changement climatique, mais il faut comprendre les boucles d'interaction et de rétroaction qui existent dans le maintien de la vie ou au contraire dans sa désintégration. Quand la biosphère est endommagée, son érosion impacte le climat, qui lui-même devient menaçant pour la biosphère. La déforestation, par exemple, entraîne la disparition de la biodiversité forestière, mais aussi localement la disparition des nuages et des pluies. La couverture végétale et le sol, alors, n'assument plus leur rôle crucial de régulation climatique directe, outre de stockage et de recyclage du carbone. De son côté, l'océan s'acidifie, chargé de trop de CO2,
ce qui entraîne la perte de plancton marin par la dissolution de leur squelette, ce qui enraye en même temps la pompe à carbone que le phytoplancton constitue dans l'océan, et ce qui enraye en même temps la source de nourriture primaire que le plancton constitue lui-même dans la chaîne alimentaire marine. Nous le voyons donc, s'il est nécessaire de viser la neutralité carbone, comme s'y est d'ailleurs engagée la France pour 2050, on ne peut appréhender la crise climatique sans agir sur l'érosion de la biodiversité. On ne peut appréhender correctement la protection du vivant sur Terre sans agir sur les interactions et les équilibres écologiques de notre planète. La perturbation de chaque équilibre entraîne des effets dominos qui menacent l'avenir de l'humanité en détruisant le vivant dont nous faisons partie. C'est bien le problème. Nous gravitons comme hors sol au sein d'un système conceptuel qui ne se préoccupe que de nous-mêmes et nous conduit aujourd'hui à notre perte. Nous vivons déconnectés de la matrice, incapables de vivre en harmonie avec les autres espèces et espaces naturels. Nous ne les regardons comme des choses, comme des ressources à notre profit. Alors pour préserver nos conditions d'existence à long terme, nous devons, il me semble, redéfinir notre rôle au sein d'une communauté plus large, tissée de relations entre des espèces et des systèmes qui soutiennent la vie. Que fait en effet la communauté internationale face à ces limites planétaires? Elle les reconnaît, autant en Europe qu'au sein de l'ONU, comme des outils de mesure scientifique qui sont pertinents pour suivre les objectifs de développement durable. Elle est d'ailleurs, cette théorie des limites planétaires, utilisée aussi par le gouvernement français. Le dernier rapport sur l'état de l'environnement en France, d'octobre 2019, fait d'ailleurs l'aveu que la France dépasse de façon certaine 6 des 9 limites planétaires sur son territoire. Mais nous ne pouvons plus aujourd'hui reconnaître ces limites que comme des indicateurs d'alerte scientifiquement pertinents. Si la 6e extinction de masse est en cours, alors il nous faut repenser radicalement notre place dans le monde. Il nous faut redéfinir de nouvelles règles du vivre ensemble qui incluraient les non-humains et adopter un droit et une gouvernance centrés sur le respect de la biosphère, dans le respect de ses équilibres. Pour cela, il nous faudrait d'une part reconnaître les éléments de la nature comme des sujets de droit pour garantir qu'ils puissent jouer leur rôle en tant qu'espèce ou écosystème dans la communauté de vie. D'autre part, et j'en terminerai là, il nous faut repenser notre modèle économique avant que tous les équilibres de la planète ne se rompent, les uns après les autres. Il nous faut accepter que l'activité industrielle soit régulée par le respect de normes définies selon les limites que la planète nous offre. Il nous faut intégrer dans nos décisions les boucles de rétroaction de nos impacts sur le vivant en les inscrivant dans le temps long. Ainsi seulement, nous pourrons protéger les conditions de vie des générations futures. C'est pourquoi je plaide que l'on intègre dans la constitution de chaque pays le respect de ses limites planétaires. Ainsi, nous pourrions contraindre l'État et les acteurs économiques au respect de celles-ci. De par le caractère souvent transfrontalier de ces atteintes graves faites à l'environnement, il serait d'ailleurs efficace de respecter ces limites planétaires à l'échelle internationale et en les utilisant pour qualifier les actes d'écocide et sanctionner les personnes et entités morales qui encouragent leur franchissement en connaissance des conséquences de leurs actes ou décisions. Nous ne pouvons pas continuer à croire que notre droit actuel est suffisant et qu'il s'agit d'un simple problème de mise en œuvre. Il nous faut opérer un changement de paradigme complet en reconnaissant nos liens d'interdépendance avec le reste du vivant et en replaçant l'humain au sein d'un système philosophique, économique et juridique respectueux des limites planétaires. Sachez que ce sujet est sur la table des négociations avec le gouvernement français, mais aussi au Parlement européen et au sein des institutions internationales. Alors je vous invite à accompagner ce mouvement par l'expression d'une prise de conscience qui affirme que vous êtes prêts, chacun et chacune, à réintégrer le cycle du vivant, à en respecter les équilibres. Et n'oubliez pas, nos représentants politiques ne sont audacieux que quand la société civile et les acteurs économiques les y encouragent. Alors soyons courageux. Merci.
Merci beaucoup Valérie Cabane. Je ne sais pas, je pense que vous m'entendez toujours et je Oui. crains que nous n'ayons pas le temps d'avoir quelques échanges. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'ici, non seulement on vous a très bien entendu, merci à l'équipe technique puisque on est dans de bonnes conditions de visio, mais surtout on nous a beaucoup écouté. J'ai même vu quelques personnes ici qui prenaient quelques notes. Donc je pense que votre message audacieux, pour le coup, je reprends vos propos, et votre plaidoyer est très bien passé parmi nous. Voilà, on espère qu'un jour on pourra tous se réunir physiquement autour de ces questions. Je crois qu'il faut ne pas l'oublier. En tout cas, merci d'avoir lancé voilà, cette première séquence de la journée sur la biodiversité. Je vous invite à suivre la suite, évidemment, en ligne. Hein, je rappelle que il y a un streaming, donc une diffusion en ligne de ces différentes conférences sur toute la journée sur la chaîne du World Impact Summit. Merci beaucoup, Valérie. Je vous salue Merci, à bonne distance. journée, Voilà, merci beaucoup. bons travaux. Merci à vous. À bientôt. On peut peut-être vous applaudir, même si c'est digital. Quoi, hein, vous entendrez. Voilà. Je vous Merci. entends, je vous entends. Vous nous entendez.